cette vidéo, les amis, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon des manières pour vous de devenir un professionnel de l'investissement immobilier. Alors attention, ici je parle pas de travailler dans le secteur de l'immobilier, on va pas parler d'agent immobilier, on va pas parler de notaire, on va pas parler d'agent commercial et encore moins de diagnostiqueur, mais bien des métiers qui tournent autour d'une caractéristique qui est le fait d'acheter des actifs immobiliers à fort potentiel. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle les opérateurs immobiliers, qui sont pour certains des professions assez secrètes dont les tenants et les aboutissants sont pas vraiment très clairs, mais qui représentent en fait des centaines de millions d'euros de transactions chaque année. Alors quels sont les objectifs et le fonctionnement de ces professions? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo afin peut-être que leur modèle inspire le vôtre. C'est parti. Alors, premier modèle, probablement le plus simple, celui d'investisseurs locatifs aguerris. Dans le monde de l'investissement immobilier, qui fonctionne, comme vous l'avez compris maintenant, toujours en marche d'escalier à bout pointu, c'est-à-dire que j'achète, hop, je suis bloqué, je ne suis plus finançable, j'arbitre mon patrimoine, je liquide des actifs, je récupère de la liquidité et avec cette liquidité, je rachète jusqu'à mon prochain plus haut. Et bien ça, au bout d'un moment, ça fera de vous pas forcément des professionnels du secteur, mais ce qu'on pourrait appeler comme des semi-professionnels. Vous n'aurez pas forcément abandonné votre métier pour faire 100% de l'immobilier, mais l'investissement immobilier au sens large sera une occupation importante dans votre vie de tous les jours. Ici, on parle vraiment d'un particulier qui a réalisé une opération, qui a acheté un plateau, l'a divisé en 3 appartements, en a revendu un, en a gardé 2. Avec celui qui l'a revendu, il a financé un petit immeuble en province, et puis avec l'immeuble qu'il a revendu à la découpe, il a financé un deuxième immeuble locatif. Et puis grâce au cash flow de ce deuxième immeuble locatif, il en a financé un troisième. Et ainsi de suite, vous avez compris la musique. On parle ici donc d'un particulier qui a progressé rapidement dans le monde de l'investissement immobilier, qui s'est structuré en général sous forme de société. On pensera à la SCI, à l'IS, à la SAS, ou même pourquoi pas à la SARL de famille, et dont le modèle est de réaliser plusieurs opérations immobilières par an, dans le sens de l'achat et parfois de la vente. C'est typiquement un modèle qui repose sur la stratégie de buy and hold, de la même façon que sur les marchés financiers, acheter et garder. L'investisseur locatif aguerri, il n'est pas forcément là pour générer du cash afin de lui permettre de vivre, puisque dans la grande majorité des cas, il continuera d'avoir une profession à côté, mais il va chercher à faire grossir son assiette patrimoniale en diversifiant ses actifs, en allant dans l'appartement, dans le résidentiel un petit peu plus gros, dans les locaux commerciaux, pourquoi pas même les grandes surfaces, et qui va aller sur des opérations comprises entre 150 et 500 000 euros, classiquement d'immeubles de rapport en province par exemple, qu'il va acheter, rénover et relouer, ou même pourquoi pas en revendre une petite partie. Pour s'orienter vers ce modèle, j'aurais 3 points de vigilance pour vous. Numéro 1, et on n'y pense pas toujours, ce modèle nécessite d'y passer du temps. On ne parle pas d'un investisseur locatif qui va réaliser une opération tous les 2 ans, qui achète son immeuble, qui le met en location, délègue tout ça dans une agence immobilière. Non, ici on parle d'un investisseur qui s'occupe en général de son parc, qui cherche à le faire fructifier, à en augmenter les rendements, soit via de la location courte durée, soit via de la colocation, via de la division, ou tout simplement via une bonne gestion financière quotidienne et une minimisation des frais. Et donc par définition, on ne peut pas atteindre ce genre de niveau sans y passer un minimum de temps. Sans aller jusqu'à dire que vous allez vous créer un deuxième métier, c'est quand même plusieurs heures par semaine qu'il faudra consacrer si vous souhaitez réussir efficacement dans ce modèle. Deuxième particularité, pour adhérer à ce modèle le plus rapidement possible, vous aurez besoin d'être multi-bancarisé. C'est-à-dire de ne pas travailler uniquement avec une seule banque, mais bien avec plusieurs banques. Utilisez pourquoi pas la stratégie qu'on appelle la rotation bancaire, afin que dossier après dossier, vous fassiez travailler différents partenaires avec lesquels vous avez l'habitude de bosser, afin de diluer votre risque, de multiplier les opérations en fonction de vos partenaires. Comme vous le savez, certaines banques sont nationales, d'autres sont plutôt régionales avec une délégation d'agence pour le directeur. Et tout ça, c'est des choses que l'investisseur aguerri connaît bien et il sait que s'il va sur tel dossier à 300 000 euros, il le présentera dans telle banque parce que le directeur d'agence a une délégation à hauteur de 400 000 euros par exemple. Enfin, troisième particularité de ce modèle, il aura en général, pour continuer à progresser, recours à l'association, soit via des membres de sa famille, soit via d'autres investisseurs, tout simplement parce que la question du temps, c'est de l'argent et qu'on est en général dans le monde de l'investissement plus fort à plusieurs que tout seul. Modèle numéro 2, celui de marchand de biens. Alors ici, très clairement, on est sur un vrai métier à part entière. Un vrai métier avec des obligations juridiques, des obligations administratives, des obligations en termes d'assurance. Un marchand de biens, c'est un professionnel de l'achat-revente. Il a d'ailleurs le statut de commerçant de biens immobiliers et il
existe des marchands de biens pour les voitures, il en existe pour les appartements, dont l'objectif va être d'acheter des biens en dessous du prix du marché, de créer de la valeur via des démarches urbanistiques, permis de construire, déclaration préalable, division, via de la rénovation, via de la transformation immobilière, afin de le revendre plus cher que ce qu'il a acheté et de dégager une marge, classiquement dans un horizon de 5 ans, puisque la définition fiscale d'une opération d'achat-revente est d'acheter et de revendre dans les 5 ans après la signature. Sa stratégie, vous l'avez compris, elle est 100% spéculative, pas forcément d'objectif pour lui de se créer un parc patrimonial, mais bien un métier à part entière dont l'objectif est de générer le plus de plus-value. Et il a plusieurs opérations types, certaines très connues comme l'immeuble à la découpe que vous allez acheter en un seul lot et revendre par plateau, viabilisé ou non. Le détachement parcellaire, vous achetez une maison avec un terrain, vous revendez le terrain indépendamment de la maison. Et bien sûr, tout type d'opération de rénovation simple, j'achète un plateau, je crée 2 appartements et je revends chacun d'entre eux séparément. Pour aller vers ce modèle, qui encore une fois est un modèle vraiment 100% professionnel, il y a certaines particularités et points de vigilance. Premièrement, le financement est différent. Un financement marchand de biens, et quand vous aurez dans votre société un code APE marchand de biens, vous n'aurez plus accès au même financement classique qu'un investissement locatif lambda. Ces financements s'orientent en général vers ce qu'on appelle un découvert autorisé. La banque ne va pas réellement vous faire une offre de prêt, mais vous autoriser à descendre dans le rouge sur votre compte bancaire à hauteur de X centaines de milliers d'euros pendant une durée classique de 24 mois. Ce qui veut dire que vous avez le droit de descendre à moins 300 000 par exemple sur votre compte, que vous pouvez maintenir ce déficit-là pendant 24 mois, mais qu'au bout de 24 mois, il faut à minima que vous soyez à zéro. Et en fait, un découvert dans une banque, c'est comme un prêt. Quand vous êtes à découvert sur votre compte personnel de 100 euros, c'est comme si la banque vous faisait un prêt de 100 euros, chose qu'elle n'aime pas trop faire, raison pour laquelle elle vous met des agios et fait baisser votre scoring bancaire si tel est le cas. Particularité du financement d'un marchand de biens, on vous demandera plus d'apport. Qui dit opération spéculative dit nécessairement plus de risques, et qui dit plus de risques, qui dit une gestion de risque qui invitera l'investisseur à mettre plus de fonds propres dans l'opération, entre 20 et 30 voire 40% si c'est vos premiers dossiers. Il y a une forme de bizutage et les banquiers auxquels vous allez vous adresser sont en général au sein de pôles professionnels de l'immobilier qui vont financer des foncières, des promoteurs, ce qu'on verra après, et bien évidemment des marchands de biens. Deuxième particularité de ce modèle, en termes de responsabilité, vous serez engagé. Un marchand de biens, c'est un professionnel du secteur de l'immobilier et donc il ne peut pas ne pas savoir. Il ne peut pas ne pas savoir qu'il n'y avait pas de compteur électrique dans cet appartement qui le rendait indépendant du reste d'un immeuble. Il ne pouvait pas ne pas savoir que la fissure en façade était une fissure ayant un impact sur l'aspect structurel du bâtiment. Et pour toutes ces raisons, ça en fait un vrai métier avec une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire, voire même ce qu'on appelle une assurance dommage-ouvrage, qui sont des assurances voisines de celles que pourrait avoir un architecte ou un maître d'œuvre, puisqu'en tant que marchand de biens, vous serez en général le maître d'œuvre de votre chantier, au-delà d'être le maître d'ouvrage, comme vous l'avez compris. Troisième particularité, pour enfoncer encore plus le clou sur lequel j'ai déjà tapé, le métier de marchand de biens est un vrai métier. C'est un métier qui prend du temps, qui nécessite de gérer des chantiers, de gérer des permis de construire, de gérer des permis d'aménager, d'avoir une méthode pour faire du sourcing. Bref, ce n'est vraiment pas le genre d'activité, je pense, à prendre à la légère. Et même si certains investisseurs vont s'essayer à ce genre d'activité en faisant une opération par-ci, une opération par-là, pour en faire vraiment une activité qui devient votre métier, et il me semble que les statistiques parlent de 8 opérations par an en moyenne pour un marchand de biens établi, ça vous demandera du temps et des compétences bien spécifiques. Enfin, quatrième aspect de ce métier qui n'est pas des moindres, le réseau. Sans réseau, dans le métier de marchand de biens, c'est quasi impossible de faire des affaires. Vous l'avez compris, le jeu ici est d'acheter un actif d'évaluer au jeu du grand public, donc l'acheter moins cher que ce qu'il vaut vraiment. Et pour ça, une des meilleures astuces, c'est d'arriver avant tout le monde. Et donc d'avoir les opérations avant tout le monde, d'avoir accès à ce fameux off-market, voire même de faire de la prospection en direct. Pour avoir les meilleurs deals, et pour avoir les meilleurs deals, il vous faudra un joli carnet d'adresses. Troisième modèle qui s'offre à vous pour devenir un professionnel de l'investissement immobilier, le métier de promoteur lotisseur immobilier. Ici, on est cette fois-ci sur un professionnel du neuf qui va faire une véritable construction, que ce soit des maisons individuelles, que ce soit de petits immeubles de rapport, des maisons mitoyennes, ou même la réhabilitation à neuf d'un immeuble ancien. On parlera quand même dans ce cas-là de promotion immobilière, qui a un statut au final assez voisin de celui de marchand de biens, même si la plupart des marchands de biens ont tendance d'une part à ne pas réaliser les travaux quand ils le peuvent, et deuxièmement de travailler plutôt dans l'ancien que dans le neuf. Le promoteur, lui, va partir d'une base vide et construire un projet de A à Z. Son modèle est en réalité assez simple. Il
il va trouver un terrain sur lequel construire un projet. Il va établir les tenants et les aboutissants de ce projet avec des architectes, avec des études structure, avec des études de sol, bref, vous l'avez compris, tout ce qu'il faut pour construire un immeuble et le mettre sur pied. Il va ensuite tâcher de vendre un maximum des lots qu'il construira sur plan, c'est-à-dire avant même d'avoir commencé son chantier. Et si le nombre de ventes est suffisant pour entamer la phase d'après, alors il construira l'immeuble et finira les ventes petit à petit. La clé de voûte du métier de promoteur, c'est bien ce qu'on appelle la pré-commercialisation, le fait de vendre avant même d'avoir construit. Sa stratégie, pour encore une fois prendre un anglicisme, c'est product and sale, c'est-à-dire produire et vendre. L'opération assez classique et qui est en général réalisée par des promoteurs en début de carrière, c'est l'achat d'un terrain, la division en 4 parcelles, la construction de maisons sur chacune des parcelles et la revente de ces maisons plus ou moins abouties en fonction de votre stratégie. Il en existe diverses pour ce qui est de la promotion et notamment de la construction de maisons individuelles en l'occurrence. Pour tendre vers ce modèle, si c'est votre souhait, il y a plusieurs points d'intention et particularités. Premièrement, le financement de la promotion immobilière est encore une fois différent. Et ici, pas d'exception, si vous voulez obtenir un prêt pour un projet de promotion immobilière, il vous faudra dans 95% des cas de la pré-commercialisation établie. C'est-à-dire qu'il faudra, avant de commencer à construire, que vous ayez déjà signé des compromis pour avoir vendu sur plan ce que vous projetez de construire dans les mois et les années à venir. Deuxièmement, on parle ici de construction neuve avec les normes du neuf qui sont différentes de l'ancien. Le niveau d'exigence n'est pas le même, notamment en termes de performance énergétique. Et comme vous êtes promoteur immobilier, vous avez la responsabilité de savoir ce qu'il est obligatoire de faire et de ne pas faire. Que ce soit en termes de gestion des fluides, que ce soit en termes d'isolation, de façade, de toiture. Vous êtes le maître d'œuvre de vos chantiers. Vous avez une responsabilité professionnelle auprès de vos clients. Et donc, par définition, il est essentiel de se former avant de commencer quoi que ce soit dans ce genre de modèle. Troisième particularité qui n'est pas des moindres, le promoteur est quand même assez dépendant aux politiques publiques, qu'elles soient nationales comme la ZAN, le programme de zéro artificialisation nette, qui limite grandement la possibilité de transformation d'un terrain non à bâtir en un terrain à bâtir afin de limiter l'extension des villes, mais aussi les politiques publiques locales, puisque pour construire un bâtiment sur un terrain, il faut un permis de construire, et si pas de permis de construire, pas d'immeuble. Quatrième paramètre que vous avez deviné, bien sûr, le niveau de risque sur ce genre d'opération est important. Ici, on parle pas d'un investissement bon père de famille, absolument pas. On parle vraiment d'un métier à part entière, un statut d'entrepreneur, de commerçant de logement. Et au vu du nombre de personnes qui interviennent dans la chaîne, entre les architectes, les experts comptables, qui font le business model du projet, puis les commercialisateurs qui vont vendre vos appartements sur plan, puis ensuite l'ensemble des corps de bâtiments qui vont tourner autour de votre projet, et bien comme dans n'importe quel projet, plus il y a d'humains, plus il y a de risques, et ici, pour le coup, il y en a beaucoup. Enfin, dernière caractéristique, mais qui vous aura déjà traversé l'esprit, vous aurez besoin d'une équipe. Pour réaliser un projet de promotion immobilière, que vous ayez des salariés ou de nombreux prestataires, vous ne pourrez pas le faire tout seul. Vous ne pouvez pas trouver le terrain, le découper tout seul, faire les plans tout seul, vendre tout seul et construire la maison tout seul. Par définition, si vous n'aimez pas travailler avec des gens, si vous n'aimez pas manager d'autres professionnels, encore une fois que ce soit des prestataires ou des salariés, c'est clairement pas un modèle qui s'adresse pour vous. On parle ici vraiment d'un chef d'orchestre, un capitaine d'équipe, celui qui va driver l'ensemble de la barque vers l'aboutissement du projet de construction. Quatrième modèle, celui des foncières immobilières à capital ouvert. On parle ici de SCPI ou d'OPCI qui sont des sortes de gros fonds d'investissement immobilier, en général à l'initiative d'une banque, d'une compagnie d'assurance, qui vont collecter des fonds auprès de différents actionnaires et investir ces fonds-là dans des projets immobiliers de taille relativement importante, puisqu'en général, dans le monde des commerciaux, des agents immobiliers, on a coutume de dire que pour attirer une SCPI à s'intéresser à un dossier, il faut au moins que celui-ci ait une valeur de 1 voire 1,5 million d'euros. Il faut savoir qu'au sein des différentes SCPI que vous trouverez très facilement sur internet, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Certains sont dites des SCPI de rendement et qui vont chercher à générer un maximum de cash avec leur placement. D'autres sont axés plutôt sur le capital, c'est-à-dire que la valeur des parts des SCI, directement reliée à la valeur des biens qui sont possédés par cette SCI, augmente le plus possible au fur et à mesure du temps afin de faire de l'appréciation de capital. Certaines sont mixtes, il existe plein de possibilités. Un site que je trouve super bien fait, que je vous mets dans la description de la vidéo, s'appelle la Centrale des SCPI, qui vraiment vous proposera un bon recap de ce qu'il existe sur le marché et même une belle analyse. Au-delà même du fonctionnement de la SCPI, elle peut avoir
avoir également une typologie d'opérations cibles. Certains sont spécialisés dans les biens à usage médicaux. D'autres sont spécialisés dans les biens à usage public. D'autres sont spécialisés dans le résidentiel. D'autres dans le commercial. D'autres dans l'industriel. D'autres font un petit peu de tout. D'autres sont sur un secteur donné et pas dans toute la France. Il existe pas mal de caractéristiques qui permettent de comparer une SCPI par rapport à une autre. Et il existe bien évidemment plusieurs modèles puisqu'il existe autant de gestionnaires de SCPI que de SCPI sur le marché. Pour aller étendre vers ce modèle, il existe plusieurs points d'intention que voici. Numéro 1, c'est exceptionnel qu'en partant de zéro, c'est-à-dire en achetant votre premier appartement cette année, d'ici une dizaine d'années, vous soyez à la tête d'une SCPI. Si vous souhaitez travailler dans ce genre de modèle, ce sera en général une activité salariée après avoir fait des études en gestion, en comptabilité, en finance ou des études poussées en gestion d'actifs immobiliers et vous aurez en général tendance à travailler dans une banque qui possède une SCPI, dans une compagnie d'assurance qui possède une SCPI ou dans un groupe, un fonds qui possède différents produits financiers, notamment certains axés sur le marché de l'immobilier. Deuxième caractéristique qui n'est pas des moindres, quand on dirige une SCPI, on a des objectifs de volume. C'est-à-dire que c'est pas comme un investisseur particulier classique qui ici fait des opérations cette année, c'est bien, s'il n'en fait pas, c'est pas grave. Ça ne va rien changer à sa vie. Le dirigeant, le directeur des acquisitions d'une SCPI, au début de l'année, on lui donne l'objectif de réaliser 10, 20, 50, 100, 200 millions d'euros de transactions cette année, tout simplement reliés aux collectes qui ont été effectuées l'année suivante ou sur les derniers mois, puisqu'une SCPI doit obéir à certaines règles et n'a notamment pas le droit de conserver autant de liquidités qu'elle le souhaiterait. Par définition, elle doit investir le capital qu'on lui a apporté et quand elle a des collectes qui sont généreuses, elle aura des objectifs ambitieux en termes d'acquisition. À l'inverse, quand la collecte se fait plus rare, ce qui est un petit peu le cas d'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, eh bien elle ira moins sur tous les projets puisqu'elle a tout simplement moins de cash à déployer. Troisième caractéristique, elle aura nécessairement accès à des rendements plus faibles à cause de la délocalisation de son activité. Vous l'avez compris, je pense, si vous regardez cette chaîne YouTube et que vous appréciez le modèle que moi je développe dans cette belle matière, l'immobilier c'est un sport local. Si vous souhaitez aller chercher du 10, du 12, du 14, du 16, voire même plus que ça, puisque oui, ça existe, en termes de rentabilité locative dans l'immobilier, eh bien si vous habitez à Marseille, vous ne pourrez pas avoir accès à ce genre de rendement si vous investissez à Lille. Tout simplement parce que l'immobilier, comme vous l'avez compris, le but du jeu est d'acheter en dessous du prix du marché. Et pour faire ça, il faut arriver avant tout le monde. Et si moi, je suis patron d'une SCPI et que j'habite en région parisienne, l'opération qui va se faire à Bordeaux, sur un immeuble de rapport à 3 millions d'euros, vous pouvez être sûr que tous les marchands de biens du coin, tous les investisseurs locatifs un petit peu aguerris du secteur seront déjà passés sur l'opération avant que moi, je ne sois ne serait-ce que au courant qu'elle existe. C'est la raison pour laquelle la plupart des SCPI ont un rendement qui va s'aligner sur la tangente de marché globale du marché immobilier, soit entre 3, 4, 6% pour les meilleures d'entre elles. Et ça, c'est une règle que j'ai observée, que de nombreuses études économiques ont observé également. Plus on achète gros, plus on aura affaire à des SCPI décentralisées, plus elles auront des objectifs de rendement plus bas qu'un investisseur particulier, à la fois parce qu'elles achètent cash et à la fois parce qu'elles ne sont pas sur place, donc elles ne sont pas là avant tout le monde, donc forcément elles sont obligées d'en donner plus cher pour faire le deal, et donc par définition, plus on achète gros, à cause de ce phénomène-là, moins on achète rentable. Enfin, dernière caractéristique de la SCPI ou de l'OPCI, elle est dépendante du capital. Pas de capital, pas de projet. Pas de projet, pas de retour sur investissement. Pas de retour sur investissement, mauvaise performance, encore moins de capital. Vous l'avez compris, c'est un cercle vertueux quand il tourne dans le bon sens, mais qui peut être très vicieux quand il tourne dans le mauvais sens. Cinquième modèle qui s'offre à vous, ce qu'on appelle les opérateurs publics. On pense notamment à l'OPAC qui fait partie des plus importants d'entre eux. Je ne vais pas m'attarder sur ce modèle qui ressemble un petit peu au précédent, mais qui est en général au sein d'un organisme de logement social où vous aurez une activité salariée également et dont l'objectif va être non seulement de créer du parc locatif adapté, que ce soit pour des personnes en situation de précarité sociale, pour des personnes souffrant de handicap et surtout de gérer ce parc locatif au global qui n'est pas une tâche si facile que ça puisqu'on parle de plusieurs centaines de lots gérés par une seule personne. Enfin, dernier modèle dont je voudrais vous parler dans cette vidéo qui est ma paroisse à titre personnel qu'on appelle la foncière immobilière privée. C'est un fonds d'investissement immobilier qui va travailler avec un ensemble d'acteurs dont la définition au niveau bancaire, et encore une fois ça dépend des banques, est une structure en général commerciale qui possède au moins 5 millions d'euros d'actifs
pour parler de fonds d'investissement et qui va investir sur un horizon de temps plutôt moyen-long terme. En fonction des spécificités des foncières immobilières privées qui sont en général adossées à un family office, c'est le cas de la foncière privée du groupe LVMH, c'est le cas de la foncière privée du groupe Pinot et à de moindres mesures, c'est le cas de certaines foncières privées de certains entrepreneurs qui ont fait un bel exit en vendant leur start-up, qui ont pris 10, 20, 30, 50 millions d'euros et qui vont choisir de rebalancer une partie de ces actifs à l'intérieur d'une structure qui va faire de l'immobilier, soit avec eux en tant que pilote, soit en faisant piloter cette structure par quelqu'un d'autre. Le modèle de la foncière immobilière privée est en général un achat dans un tournant locatif, la conservation du bien pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, puis une revente, soit en arbitrant stratégiquement, par exemple en découpant un immeuble par plateau ou en vendant en bloc après avoir remboursé une bonne partie de capital. La foncière immobilière privée, à l'inverse de la foncière immobilière à capital ouvert, telle que la SCPI, elle utilise le levier bancaire pour financer ses opérations. Elle met en général un petit peu plus d'apport que l'investisseur locatif aguerri, entre 15 et 25% en fonction des opérations, et elle s'autorise bien évidemment la possibilité d'aller aussi bien sur des opérations locatives, qui représentent on va dire 80% de son flux, mais aussi parfois dans une part plus ou moins variable, des opérations d'achat-revente à échelle locale qui peuvent représenter jusqu'à 20% de son volume de transactions sur l'année. L'opération typique de ce genre de structure, c'est l'immeuble de rapport qui sera acheté, rénové, mis en location, puis ensuite vendu soit à la découpe, soit en bloc à un investisseur de taille supérieure ou même inférieure. Plusieurs points de vigilance si vous souhaitez vous diriger vers ce modèle. Premièrement, il vous faudra une expérience relativement importante. Comme vous l'avez compris, pour parler de fonds d'investissement, on parle de minima 5 millions d'euros d'actifs sous gestion. Et même si en général, à l'intérieur de ce genre de foncière, il y a plusieurs associés qui sont par exemple les membres d'une même famille ou un individu qui a commencé à scaler et qui s'est associé avec différents personnes pour scaler encore plus, il va falloir trouver les opérations, gérer les opérations, rénover les opérations et ensuite faire la gestion immobilière. L'objectif ici de cette foncière, c'est bien évidemment de générer du profit via le cash flow qu'elle va avoir sur ses opérations, mais aussi du profit via la marge qu'elle va dégager au moment de la revente. Le modèle, vous l'avez compris et c'est exactement le mien. Chaque année, j'effectue un volume de vente qui me permet de récupérer X centaines de milliers d'euros de liquidité. Cette même liquidité me permettant de financer mes opérations sur l'année d'après, et ainsi de suite, c'est le jeu des chaises musicales. Deuxième particularité de ce modèle, vous serez considéré comme un professionnel de l'immobilier aux yeux des banques. Au même titre qu'un promoteur, au même titre qu'un marchand de biens, puisque la définition assez classique en général, c'est que plus de 50% de vos revenus émanent de l'immobilier. Et même si dans une grande partie des groupes qui possèdent une foncière immobilière privée, il y a en général une entreprise de l'autre côté, qui est en général la boîte à cash, qui a permis de créer cette foncière immobilière privée, quand elle devient prédominante, ce sont des financements un petit peu plus particuliers. Et dans ce cas-là, votre conseiller bancaire, qui ne connaît pas grand-chose à l'immobilier, vous adressera vers le pôle spécialisé des professionnels d'immobilier de votre banque. En général, un par région, je vous invite à poser la question à votre conseiller. Troisième particularité, à la différence encore une fois d'une foncière immobilière à capital ouvert, la foncière privée, elle peut choisir ses actionnaires. Pour ce qui est de ma part, j'ai la liberté de choisir qui rentre au capital de la foncière. J'ai la possibilité de choisir est-ce qu'elle rentre en structure de tête, est-ce qu'elle rentre en structure de deuxième ligne. Et le modèle même peut être choisi par le dirigeant de la foncière, ce qui donne beaucoup plus pour ma part de liberté et de souplesse vis-à-vis des différentes opérations. Puisque vous l'avez compris, à l'intérieur d'une foncière immobilière privée, il n'y a pas d'objectif de volume. Elle peut réaliser une opération par an de 4 millions, comme 5 opérations par an à 500 000 euros, comme 0 si cette année-là, la foncière immobilière décide de ne pas faire de transaction. Autre caractéristique, la foncière immobilière privée, en général, dans la grande majorité des cas, mais parfois différemment, elle va s'adresser et cibler des biens compris entre 500 000 et 1,5 million d'euros, tout simplement parce que en dessous de celle-ci, elle tombera sur des investisseurs locatifs aguerris et que plus on a concurrence, plus c'est chiant pour négocier un deal immobilier. Et au-delà de 1,5 voire même 2 millions d'euros, elle tombera sur des foncières immobilières à capital ouvert telles que les SCPI qui achètent cash, et donc en termes d'arguments de négociation, ce sera beaucoup plus dur de remporter la bataille. Enfin, dernière caractéristique qui n'est pas des moindres, pour diriger et gérer une foncière immobilière privée, il faut être staffé correctement et bien organisé. Par définition, vous aurez parfois 1, parfois 2, parfois 3, parfois 4, parfois 10 projets immobiliers en même temps, certains locatifs, certains tournés vers de la revente, certains dans le cadre d'un arbitrage. Et même si ce genre de structure permet de
travailler efficacement avec assez peu de personnes. Pour exemple, j'ai déjeuné à Paris il n'y a pas longtemps avec le dirigeant familial d'une foncière immobilière familiale, dû au grand-père qui l'a transmis au fils, qui l'a transmis au petit-fils. Et le petit-fils aujourd'hui fait en moyenne 200 millions d'euros de volume de transactions par an avec une équipe de 15 personnes, ce qui est plutôt modeste. En revanche, il faut être bien organisé, bien suivre ses dossiers et donc on est sur des compétences qui ressemblent un petit peu de près ou de loin à celles d'un agent immobilier. Voilà un petit peu pour ces 6 modèles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, peut-être donné des pistes, des idées de ce que vous voulez faire dans votre vie, surtout si l'investissement immobilier est quelque chose qui vous passionne. En tout cas, c'est mon cas, ça a été un réel plaisir de vous présenter ces modèles. Je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao!